Nathalie Bajos. Tout à fait, tout à fait. Et les expériences dans le monde montrent que quand on interdit l'avortement, les femmes continuent à avorter, simplement elles en meurent. Et quand on légalise l'avortement, c'est pas ça qui va conduire les femmes à recourir plus à l'avortement. C'est absolument pas lié à la légalisation. De toute façon, les femmes qui souhaitent avorter y auront recours. Simplement, celles qui auront le plus de capitaux pourront aller se faire avorter dans des cliniques privées ou se rendre à l'étranger. Celles qui n'ont pas les moyens utiliseront des moyens tout à fait dangereux pour leur santé et risqueront soit de mourir, soit pour des millions d'entre elles d'avoir des séquelles sur leur santé en raison des conséquences de l'avortement clandestin. Fiametta Wener, quand j'évoquais tout à l'heure le chiffre noir de l'avortement avant les lois françaises, je vous ai entendu dire mais si, on avait le nombre de morts. Alors voilà que... On a aussi, soyons là le plus concret possible aussi. Le nombre de personnes, de femmes qui ont été aux urgences au Portugal. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que on n'est pas en train de parler d'un monde où les gens avorteraient ou n'avorteraient pas. Les femmes qui ont des enfants sont aussi les femmes qui avortent. Les femmes qui avortent sont aussi les femmes qui ont des enfants. Et ce qui est important, c'est de savoir si elles avorteront dans de bonnes conditions. Vous parliez tout à l'heure, et j'écoutais Israël Nisand avec un petit peu d'énervement lorsqu'il disait « il n'y a plus de problème en France », ou « il ne devrait plus y en avoir ». Et j'ai compris mon énervement parce que, en fait, d'une certaine manière, il fait partie de cette génération qui a permis le droit à l'avortement. Et c'est un petit peu difficile d'admettre et de reconnaître qu'il y a un nouveau mouvement qui est arrivé quasiment en même temps que le droit à l'avortement, qui a consisté à dire, eh bien, puisque les femmes ont le droit d'avorter, elles vont avorter dans de moins bonnes conditions. Et c'est vrai qu'on a des gens qui prennent la décision de faire en sorte que les femmes avortent dans de moins bonnes conditions. Dans les femmes que j'ai interviewées et qui ont avorté, j'ai notamment rencontré une journaliste, niveau social tout à fait respectable, ne se laissant pas faire. Et quand elle a avorté, elle s'est laissée avorter dans une pièce avec les portes ouvertes devant un ascenseur. C'est-à-dire que les femmes, à partir du moment où elles sont mises dans une situation d'avortement, elles peuvent être aussi mises dans une situation de culpabilisation. Et c'est ça que les opposants à l'avortement essayent de faire. Est-ce que vous pensez, puisque c'était, pardonnez-moi, la nature de la question que je posais aussi tout à l'heure à Nathalie Bajos, qu'aujourd'hui en France, finalement, il arrive qu'on soit confronté à des IVG où clairement ou implicitement on vous dit je vais te punir. Enfin, oui. On est dans le domaine de la punition, de la sanction. De la culpabilisation. De la culpabilisation. Et c'est ce que les opposants à l'avortement essayent de faire en sorte que ça ne se passe pas si bien, parce qu'il y a tout un débat sur y a-t-il des conséquences psychologiques à l'avortement. On se rend compte qu'en Suède, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de stigmatisation. Enfin, je ne parle pas des conséquences... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est intéressant, mais je ne parle pas des conséquences médicales, je parle des conséquences psychologiques. Il n'y en a quasi pas. Au Brésil, c'est énorme. La culpabilité fait en sorte que les femmes vivent ou bien ou moins bien leur avortement. Et c'est sur ce petit lieu assez symbolique que se joue un petit peu un jeu malsain. Monsieur de Alderville, que pensez-vous de ce que vient de nous dire Fiametta Wener? Sur la culpabilisation, parce que finalement elle est en train de nous dire, dans les pays où on a vraiment voulu accepter l'interruption volontaire de grossesse et l'accompagner, hein, je ne veux pas travestir votre pensée, bah finalement la culpabilité et la souffrance des femmes est moins importante qu'on veut bien nous le dire. C'est vrai que j'accompagne beaucoup de femmes qui ont vécu des IVG et qui viennent avec une souffrance profonde. Cette souffrance est-elle autorisée aujourd'hui? Eh bien, à entendre le débat tel qu'il s'est exprimé, je me pose la question. J'observe que lorsqu'il y a une grossesse imprévue ou difficile en France, la solution qui semble la plus évidente pour régler le problème, c'est l'avortement. Mais comme j'ai entendu le professeur Nisand le dire à des élèves, l'avortement, mais ça fait mal. C'est vous qui le disiez à des jeunes pour leur expliquer, attention, attention, accident de contraception, la plupart des avortements sont liés à des accidents de contraception, et bien derrière, il y a une peine et il y a une douleur. J'ai entendu ce que disait Fiametta Wener, qui pense que cette peine ou cette douleur est au fond peut-être la résurgence de je ne sais quelle culpabilité ancestrale ou peut-être culturelle. En tout cas entretenue, oui. par ceux qui le souhaitent et qui y ont intérêt. Moi je crois que c'est aux femmes peut-être de l'exprimer, de le dire, ce qu'elles ressentent, et au moins à nous de les autoriser à le dire. J'entends très souvent des femmes qui s'interdisent d'exprimer la souffrance qu'elles ont parce qu'elles pensent que si elles l'expriment, on ne va pas les entendre. Si elle a avorté, c'est de sa faute et par conséquent, elle n'a pas le droit d'en souffrir. Je n'ai pas le droit, me disait une femme que j'accompagnais, de souffrir du manque de celui qui n'est pas né. Parce que c'est moi qui l'ai tué, me disait-elle. Et il y a tout un travail effectivement pour pouvoir écouter cette peine et accueillir cette peine qui s'exprime et éviter que des personnes en fassent un sujet interdit, tabou.
et qui s'enterrent dans l'existence. Et il y a peut-être, si vous permettez, comme une deuxième chose que je voudrais dire pour peut-être, si j'ose dire, rééquilibrer le débat. Est-ce qu'il est si facile que ça, aujourd'hui en France, d'aller au bout d'une grossesse imprévue ou difficile? Mon expérience, c'est de dire que non. C'est de plus en plus difficile. On est un des pays qui il y a aujourd'hui en France, avec ce taux d'avortement, dont on finit par risquer de penser que c'est une fatalité. Est-ce que 40% des femmes de notre pays sont condamnées à avorter au moins une fois dans leur vie féconde? Ce n'est pas une fatalité, c'est au minimum un fait. Ben, c'est un fait, oui. Voilà. Mais quand on s'interroge et quand on accompagne des femmes enceintes cette fois, qui sont en souffrance par rapport à leur grossesse, on découvre que ce n'est pas si facile que ça d'aller au bout. J'ai un sentiment de grande injustice lorsque je vois les pressions qui s'exercent sur les femmes, pressions masculines très fréquemment, hein, et notamment du fait de la loi, c'est légal. Et donc, de quel droit m'imposerais-tu d'être père de cet enfant? Pression économique, parce que c'est pas facile d'avoir un enfant, effectivement, à 22 ans. On dit, finis tes études. Et si une fille va au planning familial, on va lui dire, attendez, vous n'y pensez pas, vos études sont à terminer. Pression culturelle aussi. Il y aura toujours une raison à l'avortement. Peut-être, mais je le dis très simplement. Mais y a-t-il une place dans notre pays pour une prévention de l'avortement lorsqu'il y a déjà la grossesse imprévue ou difficile, peut-être fatale, qui arrive un jour ou l'autre? Je pense que non. C'est le gros travail que nous essayons de faire. Il y a encore, pour des femmes qui vivent ces grossesses, le droit d'être aidées et soutenues si elles désirent aller au bout. Mon expérience auprès de ces femmes, c'est que ce droit aujourd'hui est en grand danger dans notre pays. Israël Nizan. Oui, je voudrais concilier un peu les points de vue. Je pense qu'aucune femme ne va faire une IVG le cœur léger, et je pense que d'une manière générale, je n'ai jamais vu de femme se réjouir de cela. Mais les séquelles et les conséquences psychologiques sont d'autant plus importantes que l'on se situe dans une famille qui va la culpabiliser ou que l'on rencontre une équipe de professionnels qui ne sera pas à la hauteur de la difficulté des enjeux, voire même, ça devient rare, c'est mon pari, et je suis assez sûr que ça devient rare, parce que les gens qui font ça sont des gens qui ont choisi d'aider les femmes et de les aimer dans leurs mauvais moments et dans leurs bons moments, parce que souvent un bon moment est permis parce qu'on a été à côté d'elles au mauvais moment. Et donc je crois véritablement que quand, dans une société, la sexualité est taboue, surtout la sexualité des adolescentes, qu'elle est interdite, eh bien prendre une contraception, c'est un crime prémédité. Et donc c'est carrément pas possible. Dans notre société, nous avons encore un très fort tabou et une très forte interdiction sur tout ce qui est la liberté des adolescents à avoir une sexualité. Et alors là, pour le coup, dans la littérature médicale, on voit très nettement qu'il y a une corrélation nette entre l'image qu'a une société de la sexualité et le nombre. Plus une société est libérale avec la sexualité, moins il y a d'avortements. Alors ce que je propose, monsieur, c'est que plutôt que de dissuader des femmes qui sont en train de demander des avortements, eh bien, vous devriez vous engager dans la prévention des grossesses non désirées. Les femmes ne demandent pas le droit à l'avortement, elles demandent à ne pas être enceintes quand elles souhaitent ne pas l'être. Ça semble dubitative. Juste une remarque à Israël Nizan, pardonnez-moi de vous donner la parole, c'est pas bien ce que je fais, mais vous nous avez dit, mais j'ai envie d'être le conciliateur, mais vous vous rendez bien compte que depuis le début de cette émission, même si c'est fait sur un ton pondéré, il y a débat. Il y a bien un débat sur comment ça se passe, à quelle époque, dans quel pays, pourquoi, dans quel contexte, avec qui accompagne qui et pourquoi faire. Vous le percevez? Je le perçois et je pense qu'il y aura toujours débat parce que c'est un problème éthique d'une très grande complexité. Et notre pays a arbitré, a fait un choix il y a plus de 30 ans en disant une femme ne peut plus mourir tout simplement parce qu'elle n'a pas souhaité sa grossesse. Et le pays a une fois pour toutes décidé de privilégier l'opinion et la liberté des femmes plutôt que la vie qui était en elles débutante, contre son gré. Et donc ça, c'est une position éthique qu'a pris notre pays et sur laquelle, à mon sens, on ne peut pas bien revenir. Juste une chose, tout à l'heure on disait les femmes enceintes ont du mal à aller jusqu'au bout de leur grossesse. On est un des pays où la natalité va le mieux, donc ça a l'air d'aller. Autre chose aussi qui pose quand même problème, c'est qu'il faut accompagner les femmes. Et le planning familial le fait. Le planning familial n'est pas seulement l'endroit où on va pour avorter. Le planning familial, c'est l'éducation sexuelle. Le planning familial, c'est là où on va quand on a des questions à poser sur les violences, etc. Mais le problème, c'est qui, à part le planning familial? Si ça n'était que le planning familial, ce serait bien. Mais il y a aussi des associations, et M. Derville en parlait tout à l'heure, en pleine connaissance de cause, qui
vont aussi faire de la prévention. Mais quelle prévention? Quand M. Derville parle d'avortement en disant « tuer », qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on ne met pas là de la culpabilité? Quand on lit, par exemple, dans des éditoriaux que le droit à l'avortement... Non, sincèrement, est-ce qu'il faut éviter le terme? Oui, bien sûr. Mais prenez un peu de temps pour l'expliquer alors. Oui, mais quand par exemple, quand par exemple, dans des éditoriaux, on peut lire que le droit à l'avortement est en train d'être comme une contagion. C'est-à-dire que c'est une maladie. On fait en sorte qu'on les termes qu'on emploie ne sont pas innocents. Tout à fait, et celui-là aussi. Excusez-moi, je vous ai posé une question qui était sur pourquoi faut-il radicalement rejeter ce terme de tuer? J'ai très bien compris. C'est un mot qui est là pour choquer, pour heurter, mais qui signifie quelque chose de fort. Donc il n'est pas employé par hasard. À partir du moment où un enfant n'est pas né, il n'est pas né. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas considérer que ce sont deux êtres différents, à moins de considérer qu'il y a une autonomie totale entre le fœtus et sa mère. C'est possible, techniquement, ce sera sans doute possible un jour, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Il y a des opposants à l'avortement qui disent il ne faut pas parler de femmes, il faut parler de lieu de résidence pour fœtus. Très bien, faisons-le, mais soyons clairs. Or, ça n'est pas ce qu'on fait. Moi, j'ai jamais entendu ça, en effet. Qui dit ça? Parce que ça paraît stupéfiant. C'est le docteur Wilk aux États-Unis qui le dit. Et c'est assez intéressant parce que soit on considère qu'il y a un projet parental, soit on considère que les femmes qui avortent sont aussi celles qui font des enfants et pas des sorcières ou des méchantes, etc. Soit on considère qu'elles n'ont rien à voir dans le débat et on les met à l'extérieur. En France, on est encore à considérer qu'on parle des mêmes personnes, que 40% des femmes sont en possibilité d'avorter. Donc, à moins de faire une guerre civile, ce ne sera pas possible de divorcer. Luc de Derville. Non, c'est intéressant la question que vous avez posée sur le mot tuer. Car effectivement, il y a des mots qui blessent et qui font mal. Celui-là, il fait mal. Oui, il fait mal, mais si une femme l'exprime par rapport à son expérience de l'IVG, elle a le droit de l'exprimer. Et à force de vouloir étouffer derrière des non-dits, des réalités si douloureuses, je n'ai aucun jugement à titre personnel sur les femmes qui ont vécu l'avortement. J'en accompagne suffisamment pour trouver justement que ces parcours qu'elles effectuent sont souvent extrêmement courageux. Mais le déni de ce qui s'est passé n'est pas une façon de pouvoir consoler la peine que la personne vit. Et alors évidemment, c'est peut-être plus facile pour nous d'utiliser des mots soft, de prétendre que ce qui s'est passé aurait été anodin, mais je crois qu'aucun de nous quatre ne pense qu'un avortement est anodin. Et il est peut-être plus difficile, effectivement, de s'interroger sur ces vies interrompues, sur ces projets de vie qui étaient déjà des êtres humains, à mon sens, c'est vrai, pleinement respectables, et qui n'ont pas vu le jour. Je n'ai pas à l'asséner, mais par contre, les femmes qui le vivent ont le droit de le dire. C'est là où on va commencer à parler de religion. Alors c'était intéressant parce que c'était très présent. Oui, Nathalie Bajos. Oui, je vais quand même intervenir sur ce point parce que moi j'entends bien que vous rencontrez des femmes qui sont en difficulté, en détresse et qui ont pu mal vivre leur interruption volontaire de grossesse, mais quand même la très 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 grande majorité des femmes qu'on rencontre dans nos enquêtes, des milliers de femmes que nous interrogeons sur ce sujet, vivent très bien leur avortement. Ça ne veut pas dire que c'est un acte complètement anodin ni banal, mais ces femmes ont fait un choix, non pas de tuer, mais d'interrompre une grossesse clinique dont elles ne voulaient pas. Dans la très 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 grande majorité des cas, c'est en accord avec le partenaire. 98% des femmes en relation stable parlent de cette grossesse dont elles ne souhaitent pas avec leur partenaire, et dans l'immense majorité des cas, les deux partenaires sont d'accord pour l'interrompre. Donc on parle des femmes, c'est normal, elles sont directement concernées, mais c'est 200-220 000 femmes confrontées chaque année à une IVG et pratiquement autant d'hommes. Donc je crois que j'entends bien que certaines femmes peuvent vivre difficilement, douloureusement, surtout quand ça peut heurter les normes et la morale des milieux dans lesquels elles vivent, mais dans leur grande majorité des cas, les femmes vivent bien leur avortement, même si un certain nombre d'entre elles peuvent rencontrer des difficultés dans l'accès à l'avortement. Et j'aurais juste rajouté là-dessus qu'une question importante, à mon avis, vous parliez du fait que rien n'est jamais acquis. Je crois qu'il y a un problème très important qui se joue aujourd'hui en France autour de la démographie médicale. Les générations de médecins militants dont vous faites partie, qui prennent aujourd'hui en charge l'avortement, partent de plus en plus à la retraite. Et vous savez bien que de pratiquer des IVG, ça n'est pas une filière royale dans la médecine. Aujourd'hui,
vaut mieux faire dans la PMA que dans l'IVG, et qu'il est fort probable que dans les années à venir, il y ait des difficultés de prise en charge des demandes des femmes si le personnel médical qui a milité et qui prend en charge les femmes et les hommes qui sont en demande d'IVG n'est pas renouvelé dans des conditions satisfaisantes. Alors, je vous redonne la parole, je souhaitais qu'on parle un peu religion pour savoir en quelque sorte quels sont les tabous, les valeurs qui aujourd'hui entourent toutes ces questions. Donc on va partir en Pologne parce qu'alors que l'Europe s'est convertie quasi intégralement à l'interruption volontaire de grossesse, la Pologne devrait inscrire le droit à la vie dans sa constitution cette semaine. Tout cela sous l'influence de l'Église polonaise, bien entendu. Le pays tourne le dos en fait aux pratiques de l'ex-dictature communiste. C'est en tout cas ce qu'affirment les gouvernants polonais actuellement. Et seule une centaine d'avortements thérapeutiques sont pratiqués dans le pays chaque année. Reportage sur place, Sébastien Denis Enaudy.